Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, l'islam en plein art. Alors que le musée du Louvre vient d'inaugurer de nouveaux espaces, un département consacré aux arts de l'islam, eh bien, on se penche avec nos invités sur la démarche artistique dans la religion musulmane. Qu'en est-il également? Nous tenterons d'esquisser le débat sur la liberté de création, sur la liberté d'expression et sur la censure également de part et d'autre de la Méditerranée. Avec nous ce soir sur le plateau de Maghreb Orient Express et là, Briki. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sculptrice, vous avez fait l'école des beaux-arts de Tunis et vous travaillez principalement avec des pièces de métal. On verra tout à l'heure toute la spécificité de vos travaux, une image déjà première ébauche. Moustapha Boutadjine, vous êtes artiste également, artiste peintre. Vous êtes notamment connu pour toute une série de photos, de portraits plutôt, réalisés à partir de collages que vous réalisez à partir de découpage de magazines de luxe que vous appelez des magazines bourgeois. Vous nous direz pourquoi. Vous venez de consacrer une exposition aux grandes figures de la lutte pour l'indépendance algérienne, notamment Gisèle Halimi également. On va la voir peut-être à l'image. Et puis, donc, exposition précise qui s'appelle Les femmes d'Alger. On y reviendra. Avec nous également Sophie Macariou. Bienvenue à vous. Vous êtes Bonsoir. Conservatrice. Vous dirigez le département, disons-le, j'ai déjà visité les lieux magnifiques des arts de l'islam. C'est au musée du Louvre. 1200 ans d'histoire sur 3 continents, de l'Espagne à l'Inde en passant par le Maghreb, l'Iran et la péninsule arabique. Et la première question, elle est pour vous, Sophie Macariou. Pourquoi un pavillon des arts de l'islam au musée du Louvre aujourd'hui ? Alors en fait, la collection, elle existe depuis très longtemps au musée du Louvre. Il y a des objets dès la création du musée au moment de la Révolution française, donc les objets qui viennent des collections royales. Il y a déjà des objets islamiques dans les collections royales. Et puis Paris, tout au long du XIXe siècle, c'est un grand lieu évidemment du marché de l'art, avec un milieu d'amateurs et une école savante d'orientalistes. Là, je ne me réfère pas aux peintres, mais je me réfère aux gens qui étudient les textes en particulier, qui sont spécialistes de la langue arabe, du persan, etc. Et tout ça va créer une émulation qui va créer une des plus belles collections au monde, à la fois au Louvre et au musée des arts décoratifs, qui était juste à côté. Et dans ce projet, donc, on a marié les deux collections. Alors j'aimerais du coup profiter de l'occasion pour montrer ce livre, Les arts de l'islam. La plupart de ses œuvres, pas toutes, mais la plupart sont regroupées dans ce livre qui est coédité par les éditions du Louvre, Louvre Édition, mais aussi par Azan Édition. D'où proviennent-elles? On sait qu'il y a des collections royales, c'est cela, en France? Oui, il y a des collections royales, il y a des objets qui viennent de l'abbaye de Saint-Denis. Enfin, il y a beaucoup d'objets qui racontent, et c'est une des particularités de la collection du Louvre, le voyage des objets et puis, je dirais, leur changement de fonction. Des objets profanes créés dans le monde islamique, des objets de luxe, qui arrivés en Europe sont utilisés, par exemple, pour le baptême des enfants de la famille royale, pour conserver des hosties. Donc voilà, une espèce avec notamment le baptistère de Saint-Louis. Le baptistère de Saint-Louis, qui est un objet tout à fait emblématique de cette espèce de permutation. On dirait maintenant un objet métis. Et puis, voilà, l'accumulation aussi des collections assemblées tout au long du 19e et encore maintenant, puisque le musée, bien sûr, continue à acheter. Moustapha Boutadjine, à votre avis, en quoi des départements artistiques, en tout cas qui reviennent sur cet art islamique, sur cette richesse, peuvent changer la donne, peuvent en tous les cas, on va dire, contrecarrer certaines idées reçues sur l'islam, sur les musulmans? Moi, je trouve ça très très bien parce que ce qui se passe par rapport à l'actualité, Charlie Hebdo, il a fait la caricature du prophète et l'institution française, elle a fait un musée. Donc, la France, elle est aussi positive. C'est vrai que c'est le hasard du calendrier, mais vous pensez que ça peut justement élever le débat, dépassionner aussi peut-être complètement. le débat? Moi, je pense que les Français, ils ont plus une culture musulmane depuis très très longtemps. Donc, il y a beaucoup de relations entre la France et le monde arabo-musulman. Et la Briki, alors c'est vrai, disons-le, l'islam, bien entendu, vous le savez, est une religion. Nous oublions souvent que c'est aussi une civilisation. On le voit d'ailleurs à travers toutes ses œuvres, civilisation islamique, mais multiculturelle. Est-ce que vous, et la Briki, ce pavillon des arts de l'islam peut, à un moment ou à un autre, influencer, quand vous aurez vu, bien entendu, la collection, peut influencer votre manière de travailler? Peut-être, c'est-à-dire qu'on est fier d'avoir un patrimoine aussi riche par l'histoire, donc de l'Espagne jusqu'à l'Inde, et donc Louvre nous permet aujourd'hui de voir tout cela,
mais peut-être aussi que ça va enrichir ma pratique, oui, certainement. En sachant d'ailleurs, Sophie Macariou, là, je vous laisse peut-être échanger, la sculpture justement en islam par rapport à l'actualité de la semaine, finalement, la sculpture n'est pas un art très représenté pour des questions simples, hein, celles que l'on connaît, à savoir la crispation autour de la représentativité. Est-ce que du coup vous fixez des limites quand vous sculptez? Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a des sujets tabous que vous éviteriez? Non, pas du tout. Moi, je me laisse faire. Donc, avec ma pratique, je m'évade. Mais donc, cette problématique en soi, c'est avec la dualité. Donc, dans l'islam, il interdit entre guillemets la représentation, la figuration. Mais certes, ça reste une problématique donc qui se rapproche qui se projette à la dualité du créateur. Le créateur, c'est le Dieu, le unique, celui qui a le droit de créer, de procréer. Par la suite, l'artiste, il se met au même piédestal que Dieu. Donc, c'est pour cette raison que la représentation, donc la figuration est plus ou moins interdite en islam. En fait, moi, je veux dire qu'elle n'est pas très interdite. Moi, je dis tout le temps, quand on regarde le texte coranique, il n'y a pas d'interdiction de la figuration. Il y a l'interdiction de ce qu'on appelait les bétiles dans l'Arabie d'avant l'islam, c'est-à-dire les pierres dressées qui étaient censées abriter les dieux du polythéisme. Donc c'est ça qu'on condamne. C'est pour ça qu'il y a un rapport plus difficile avec la sculpture, avec ce qui projette une ombre. Mais tout ce qui est une représentation bidimensionnelle, on voit, enfin moi je vois derrière vous passer des images des œuvres du département. On a choisi par exemple, le visuel de l'affiche, un grand lion de bronze qui est une bouche de fontaine. Alors si on pense aux lions de marbre qui sont les bouches également qui soutiennent, enfin les grandes sculptures qui soutiennent la grande fontaine de la cour des lions à l'Alhambra, il y a de l'art figuratif. Qu'est-ce qu'on entend par figuratif? Des êtres animés. On représente des animaux, on représente évidemment des humains. Ce qu'on représente pas, c'est Dieu. Voilà, on peut pas le représenter si ce n'est par son verbe. Donc c'est la calligraphie qui va jouer ce rôle. Mais partout ailleurs, on a de la figuration. Ça dépend aussi des époques, ça dépend des sensibilités, des pays dans lesquels on se trouve. Voilà, c'est extrêmement divers. Mais vous, Sophie Macariou, quand vous avez vu cette actualité, le film islamophobe, ensuite les caricatures de Charlie Hebdo, est-ce que vous avez dit, oulala, ça va nous tomber dessus, etc., je vais y avoir droit à chaque fois à ces questions? Ou est-ce que vous avez dit, finalement, tant mieux, j'en suis d'autant plus fier, on va montrer autre chose? Quelle était votre réaction, on va dire, immédiate? Alors je dis en plaisantant que c'est pas moi qui suis l'auteur des caricatures. Non, on s'en réjouit pas, si vous voulez, puis ça nous tombe dessus depuis plus de 10 ans, voilà. Donc oui, c'est pas nouveau. Je dirais, on vit avec, mais je dirais, ça donne une actualité toujours plus grande au travail qu'on fait, justement, à parler de la figuration, dire qu'on représente le prophète, c'est un personnage historique. Donc ce qu'on montre, ça tombe à point nommé, mais c'est comme ça. Mais je posais ma question vraiment de manière très précise, à savoir qu'à New York, par exemple, on en a déjà discuté, vous et moi, le musée à New York évite le terme islam, comme si c'était finalement un mot, allez, si ce n'est pas un gros mot, en tous les cas, un mot qui fâche. Vous assumez totalement l'appellation, non pas orientale, etc., mais le mot islam même. Oui, bien sûr, et un islam dans lequel tous ont trouvé leur place. On se reparlait de cette phrase du patriarche d'Antioche qui dit je suis un chrétien de culture islamique. C'est tout ça qu'on montre dans les salles. Il y a des objets qui portent des inscriptions hébraïques, des objets qui portent des inscriptions arméniennes, des objets inscriptions latines et arabes en même temps. Donc voilà, il y a du religieux et pas du religieux, il y a du profane et il y a du religieux, il y a tout. Cette phrase, Mustapha Boutadjine, je suis un chrétien de culture islamique, vous êtes un artiste universaliste, on imagine qu'elle résonne chez vous? Si je dis je suis athée musulman, ça peut l'être aussi. Donc moi je pense que l'islam, c'est pas simplement la religion, c'est une culture. C'est fantastique, on essaie par tous les moyens de l'attaquer, partout, enfin, c'est les États-Unis, c'est l'impérialisme. Il n'y a plus de communisme, il faut trouver quelque chose. C'est l'islam. Donc on tape tout ce qui bouge. Donc voilà. Et ce qui fait que, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative là. Le musée, c'est fantastique. Pour faire même plaisir à Le Pen, peut-être ça va être tout islamisé, la France ça va devenir musulmane. Mais moi je pense que la dimension à partir de l'islam en tant que religion, elle a débordé la religion. Il y a des gens qui... Darwish, c'est pas un musulman, musulman... Mahmoud Darwish, le poète palestinien qu'on a vu à l'image. Oui, quand vous écoutez ses poèmes, on dirait du Coran. C'est magnifique, c'est très très beau. Donc, alors moi, je vous définirais plus comme un artiste révolutionnaire. Est-ce que pour autant, vous voyez dans l'islam une dimension révolutionnaire, vous? Totalement. Vous avez consacré beaucoup de portraits à Che Guevara. C'est un révolutionnaire à l'époque. Il a remis en cause toutes les religions qui existaient.
il a donné le droit aux femmes, etc. Donc c'est le Che Guevara de l'époque, quoi. Mais par la suite, les choses ont évolué, évidemment. Donc il faut le placer dans son contexte. Mais c'est les lectures. Chacun. Vous parlez de la figuration qui est interdite. Il n'y a pas que la figuration qu'ils ont interdit. Ils ont interdit aussi la musique. Il n'y a aucune figuration, c'est la musique, c'est le son. Donc vous voyez, quand on veut interdire les choses, on crée des sourates. Et pas que l'islam d'ailleurs, les 3 religions monothéistes émettent effectivement des interdits. On crée plein de choses pour interdire. Donc la musique, le théâtre, voilà. Donc ce qui fait. Mais s'il y a une lecture plus ouverte, plus entre guillemets intelligente, enfin ce qu'on appelle les gens du savoir. D'ailleurs, c'est les gens du livre qui ont pris le pas sur les gens du savoir. Et ce qu'on a actuellement, malheureusement. Enfin, voilà. Et là, Briki, les arts du métal, en tout cas de la céramique, ils sont souvent vus en Occident, avec toutes les guillemets qu'on y met, avec tous les guillemets qu'on y met. Ils sont très prisés dans le monde arabo-musulman, là aussi entre guillemets. L'Occident, donc je disais, a souvent tendance à les considérer comme des simples objets de décor. Allez, question peut-être un peu provocatrice. Si on vous disait, tiens, ça serait pas mal ça pour décorer mon salon, une de vos œuvres, ça vous plairait ou pas ? Oui, j'entends souvent ce genre de réplique, mais reste que l'art, c'est une expression propre, donc c'est-à-dire pour faire passer un message bien précis. Donc, mais oui, c'est vrai que par l'histoire, l'art islamique se rapproche plus de l'art décoratif, l'art ornemental. Oui, mais je vois pas c'est-à-dire Alors votre art, il n'est pas pour autant déconnecté de la réalité. Je vais vous citer. Je lisais une interview de vous récemment. Vous dites: je suis soucieuse d'inscrire mon travail en relation étroite avec ma société, son mouvement, son énergie, ses élans et ses incertitudes. Mais vous dites aussi les surprises qu'elle peut réserver. Question sur la Tunisie, la nouvelle Tunisie, celle d'aujourd'hui, après le départ de Moubarak, 1 an et demi après. Est-ce qu'on va, selon vous, vers des bonnes surprises ou des mauvaises surprises? Le départ de Ben Ali. Merci de nous rectifier. D'accord. Donc oui, la Tunisie, elle est souffrante aujourd'hui, elle est fragilisée, mais c'est dans ces moments-là qu'elle va retrouver sa force. Donc, c'est-à-dire notre société aujourd'hui est en train de lutter et c'est très bien. C'est vrai qu'en apparence, c'est le chaos, c'est les salafistes qui sont en train de monter, c'est les islamistes qui sont en train de... Ils sont assez minoritaires, dit-on quand même. Hein. On les voit beaucoup, mais... On les voit beaucoup, ils sont très provocateurs, ils sont partout. Ils aiment se faire voir donc, dans les médias. Mais par contre, nous, derrière, c'est-à-dire, comme vous avez vu donc, ce qui s'est passé avec l'affaire Abdelaya, le palais voilà. C'était donc le 10 les juin, artistes étaient solidaires. Donc il y a eu même une campagne derrière ça, donc, de solidarité. Et on est en train de bouger, on est en train de reconstruire notre Tunisie aujourd'hui. Même si en apparence, ça apparaît donc pas possible, que tout ce qu'on entend, c'est les salafistes qui sont en train d'un petit peu... C'est-à-dire, vous, ça vous fait doublement mal finalement, parce que vous dites on subit aussi ces dérives, même si encore une fois elles émanent de quelques groupes, et vous dites aussi il y a une mauvaise image à l'étranger. La Tunisie, c'était la fierté au début du printemps arabe. Aujourd'hui, c'est parfois caricatural, c'est l'hiver islamiste, c'est un terme que vous rejetez? Oui, je rejette ça, mais c'est-à-dire que c'est normal. Après la révolution, c'est normal qu'il va y avoir quelques séquelles, quelques difficultés, mais c'est tout à fait normal après une révolution, je pense. C'est bien de reconstruire sur des bases solides. Mustapha Boutadjine, vous avez aussi consacré toute une exposition qui s'appelait Black is Beautiful, et Black is toujours beautiful. Mohamed Ali, Frantz Fanon, Louis Armstrong et j'en passe. Quel est votre regard sur effectivement ces peuples qui se sont soulevés? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt positif ou est-ce que vous êtes inquiet en tant qu'artiste en pensant à vos collègues qui sont de l'autre côté de la Méditerranée? Je ne suis jamais inquiet, mais au contraire, c'est très très bien ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pas une révolution arabe, c'est pas le printemps arabe. D'ailleurs, c'est pas des Arabes, c'est des Berbères, c'est le Maghreb. Il n'y a aucun pays arabe qui a fait la révolution jusqu'à maintenant. Enfin, il y a des Berbères, il y a des Arabes. Je sais qu'il y a... En tous les cas, c'est le Maghreb. Même D'ailleurs, les cris des manifestants, c'était justement comme vous le dites, universaliste. Donc, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on classifie, on essaie toujours de mettre les gens dans les cases. Voilà. Et ça, c'est des concepts qui ont été fabriqués ailleurs. Il y a d'ailleurs eu des similitudes avec les manifestations sur la Puerta del Sol à Madrid, les manifestations en Grèce aussi, pour dire que ça suffit. Peut-être pour des raisons différentes, mais... tout à fait. Ça a été influencé tous les jeunes à travers le monde. C'est une très bonne chose.
Mais ce qui fait, moi je pousse toujours, c'est positif pour la simple raison, c'est que déjà on a dégagé quelques dictateurs. C'est toujours bien, quoi. Et ces dictateurs, ils étaient mis par qui? Par la France, par les États-Unis, par tous les pays capitalistes. Il ne faut pas l'oublier. Peut-être un mot quand même, allez, je vous titille, allez-y. Non, c'est jusqu'à la dernière minute, ils l'ont lâché. Donc, ils ne l'ont pas lâché. Donc, c'était leur joker. Voilà. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de l'Algérie. Je sais que vous ne raisonnez pas. J'aurais pu vous poser la question, je sais, sur le Venezuela ou d'autres. Oui. Sur l'Algérie, est-ce que vous espérez que la situation bouge? Oui. C'est un pays riche qui a des richesses, celle du pétrole, celle du gaz. Est-ce que vous espérez que les lignes bougent en Algérie un jour? L'Algérie a bougé, ça fait 20 ans de ça, 200 000 morts. Ce que les gens ne comprennent pas. On a payé déjà un lourd tribut. Il y a 47 000 cadres qui sont à l'étranger. Donc on a payé le tribut. La peur de l'inconnu aussi, oui. Bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que les gens en ont marre de ça. Ils bougent contre le pouvoir, mais pas de cette façon-là. Donc on a payé le tribut. Donc les gens, ils savent de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça que ça n'a pas bougé. Mais qui est-ce qui essaie de nous faire bouger? C'est quoi? C'est la manipulation de l'extérieur, ce qui se passe même en Syrie. C'est tous les gens qui sont derrière. Vous avez vu une révolution soutenue par les États-Unis, la France, l'Angleterre, et le Bahreïn, je ne sais pas, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous avez vu ça? Jamais. La Libye, non? Non. Pour vous, ce n'est pas une révolution. Bien sûr. Des pays capitalistes soutenent des révolutions. C'est du pipeau, ça. Alors, on va partir maintenant, si vous le voulez bien, à Tanger, où nous attend Yasmina Ziyad. Bonsoir, Yasmina. Vous êtes artiste peintre. Nous sommes au téléphone avec vous. Vos toiles sont exposées et en vente en ce moment à la galerie Carré d'Artistes. C'est à Paris. Vous utilisez de nombreux matériaux, Yasmina. Pigments, pierre d'Alain, aiguilles, nylon également. Alors, votre démarche est basée sur la recherche d'un équilibre, si l'on peut dire, entre la lumière et l'ombre. Pourquoi ce choix artistique? Alors, bonsoir à vous tous et merci de m'avoir invité. Alors, dans mon travail, j'utilise de nombreux matériaux comme les pigments, le charbon, les pierres d'Alain, les fils de toutes sortes et les aiguilles, aussi le tissu transparent. Dans mon travail, je ne veux pas créer une image plate, mais d'ouvrir un espace profond, construire un univers plus homogène, équilibré et beau, où tous les éléments sont bien attachés l'un de l'autre. Pour moi, mes travaux sont comme une pièce théâtrale qui raconte la vie des êtres humains, un monde de rêve où tous les individus sont attachés l'un de l'autre, où la chaleur humaine est omniprésente et où le monde matérialiste est absent. Voilà. Alors justement, quel rapport, quel écho peut-on trouver dans vos travaux par rapport à nos sociétés d'aujourd'hui, à ce monde fragmenté? Est-ce que par exemple on peut dire que vous cherchez à montrer un univers féminin qui est plus compliqué qu'on veut bien le dire, plein de secrets, d'ambiguïté, de douleur et de bonheur aussi, non? Oui, j'essaie de montrer un univers qui est normalement c'est notre réalité, un univers qui est plein de douleur, de malheur, de bonheur aussi, de secrets. C'est l'acte de montrer et de cacher tout ça. Merci beaucoup Yasmina Ziyad. On devait vous avoir à l'image via Skype, mais pour des raisons techniques, cela n'était pas possible. Merci à vous Yasmina Ziyad. On aura l'occasion bien entendu de vous revoir et de vous entendre dans Maghreb Orient Express. Sophie Macariou, quand vous voyez des jeunes artistes comme Ella Briki, comme Yasmina Ziyad, est-ce que au Louvre, vous comptez aussi ouvrir la porte à de jeunes artistes, en tout cas au public par exemple scolaire, pour venir découvrir ces départements? Oui, alors il y a deux aspects. Il y a aussi les rapports avec l'art contemporain que nous avons toujours envisagé, je dirais, sous l'aspect, je vais dire, d'événements, c'est-à-dire qu'on a déjà fait intervenir dans nos précédentes salles qui étaient bien plus petites des artistes contemporains. Donc il y a aussi des choses qui sont en préparation, puis il y a toute une programmation autour. Puis il y a bien sûr un public scolaire qui est important, et public scolaire, et je dirais même franchement collégien et même universitaire. Donc il y a eu déjà pas mal de choses de faites, avec une publication d'un livre pour enfants
qui a été donc publié à l'occasion de l'ouverture des salles, et puis évidemment des visites qui sont programmées, etc. Ça va être évidemment un axe aussi de travail du musée. Un mot peut-être sur ce que j'appelle moi, comme les ouvriers de cet immense chantier, le tapis volant. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image. On l'a vu circuler tout au long de cette émission. Le voici. Vous, comment vous l'appelleriez, me disiez-vous, Sophie Moi, Macariou? je l'appelle la dune. Alors, vu de l'extérieur... Pour sa couleur ou ses ondulations? Oui, à la fois la couleur et l'ondulation. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement d'une pièce de textile qu'on a soulevée et qui est en train de retomber. Mais il se trouve que c'est couvert d'une sorte de résille métallique assez précieuse à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, il y a un composé de verre assez compliqué. Donc, il y a comme deux épaisseurs qui prennent tout ça. Ce qu'il y a d'essai extraordinaire, c'est qu'à l'intérieur, ça paraît très léger, translucide. Voilà, c'est très féerique. À l'extérieur, ça paraît plus opaque et doré. Et quand la nuit est venue, dans les galeries... on retrouve l'effet doré aussi à l'intérieur. Il y avait aussi des gens qui l'appelaient le dos du dragon. Enfin, voilà. Alors, précisons que ce projet a été lancé sous la présidence de Jacques Chirac, l'ancien président français. C'était donc il y a une dizaine d'années, en 2003. On va le voir d'ailleurs à l'image, Jacques Chirac, qui a visité ces départements des arts de l'islam au musée du Louvre dimanche dernier. Il a eu droit, lui, à une visite privée, Sophie Macariou. C'était pas mal, mais bon, il l'a sans doute mérité. Peut-être un mot, Moustapha Boutadjine, sur ce qu'on vient de voir. Vous êtes aussi architecte. Votre projet était arrivé deuxième pour le Maqam Shahid, le monument aux martyrs à Alger, qui a été érigé en 1982 pour les 20 ans de l'indépendance. Votre avis sur cette œuvre qui est réalisée de deux architectes italiens, c'est ça? Rudi Ricciotti, Mario Bellini et Renaud Pierrard pour la muséographie. C'est bien de les citer. Elle est belle? Elle est très belle, en tous les cas. Moi, ça me rappelle le travail de Nouvel, à l'Institut du monde arabe. Jean Nouvel. Il a travaillé sur le mouche arabia, sur la lumière, tous les éléments techniques, comment il a transposé ça. Et ça aussi, c'est une autre forme de transposition d'un élément islamique, que ce soit la dune ou du Maghreb, je veux dire, dans le sens culturel du terme. Je trouve que c'est assez réussi. Je n'ai pas encore visité. Oui. Et Labriki, Moustapha Boutadjine, lui découpe les magazines, j'allais dire de luxe, lui les appelle les magazines bourgeois. On va peut-être revoir une photo de l'une de vos œuvres. Donc voilà, lui, il découpe ces magazines-là. Est-ce que vous travailleriez avec des matières, si vous en aviez la possibilité, plus luxueuses que le métal? Ou est-ce que par principe, vous diriez non, puisque la toiture, là, pour le coup, l'œuvre est assez chère? Pourquoi pas, si c'est dans un contexte dérisoire, oui. Dans un contexte, vous dites? Dérisoire. D'accord. Mais sinon, vous travaillez essentiellement avec des matières récupérées? Oui, la récupération, mais la matière en soi, moi j'utilise toujours des matières rigides, donc dures à travailler. Mais en même temps, vous dites que j'utilise pas la force. Non. Ça veut dire... Bon, il y a la technologie qui suit derrière. Sinon, il fallait le biceps. Voilà, donc non, voilà, j'utilise des matériaux rigides pour donner, parce que je mets en œuvre, je façonne le métal, donc voilà, par rapport à la féminité que vous incarnez. Voilà. Osez. Et puis voilà, donc pour montrer que la femme aussi, et je donne toujours forme à des corps donc féminins, donc pour glorifier la femme un petit peu. Sophie Macariou, est-ce que ces collections au musée du Louvre vont s'enrichir? On sait que vous collaborez, alors précisons aussi, allez, quand même pour être fair-play entre guillemets, qu'il y a le musée des arts islamiques de Doha au Qatar, qu'il y a aussi le Louvre à Abu Dhabi. Il n'est pas encore sorti tout à fait, celui-là. Mais est-ce que du coup, il va y avoir un enrichissement, en tout cas une coopération? D'ailleurs, ne parlons pas que des pays étrangers par rapport à la France, puisqu'il y a à Lens aussi, je crois. Absolument. C'est important de le dire. Alors, le Louvre essaye d'avoir une politique de rayonnement, évidemment. On a aussi collaboré pendant de longues années pour la rénovation du musée d'art islamique du Caire, que j'incite tout le monde à aller voir, qui est un magnifique musée avec des collections extraordinaires. Il y a le musée de Doha, effectivement, qui a été fait par le scénographe qui avait fait le Grand Louvre, qui était Jean-Michel Villemot, dans une architecture de paille, l'architecte de la pyramide. Et puis il y a effectivement les projets dans lesquels maintenant on se projette. À la fois le Louvre-Lens qui ouvre à la fin de l'année, le 4 décembre, et qui est un très beau projet architectural dans lequel on retrouvera aussi des objets islamique, puisqu'on est là dans le concert, je dirais, de tous les départements du musée, donc une présentation importante. Et puis à plus longue échéance, il y a le projet Abu Dhabi, où là on est sur un terrain extrêmement intéressant, parce qu'à la fois il y a des prêts d'objets, bien sûr, il y a un accompagnement dans la création de la collection, mais aussi tout un accompagnement sur
qu'est-ce que c'est qu'un musée? Est-ce que l'objet musée, c'est si facile de se l'approprier? Voilà, donc on est aussi dans des logiques d'échange qui sont très intéressantes et enrichissantes pour nous. Merci beaucoup Sophie Macariou, merci Mustapha Boutadjine et merci El Abriki d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On aura l'occasion bien entendu de vous revoir avec plaisir. On salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent à Rabat, à Naplouse, à Tizi Ouzou, à Jérusalem ou encore à Benghazi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. Il sera question d'un numéro que va sans doute regarder Mustapha Boutadjine puisqu'il sera question de la politique américaine au Proche-Orient. Les États-Unis sont-ils en train, comme le disent certains, de redessiner la carte du Proche-Orient avec notamment Michel Collomb comme invité. D'ici là, on attend vos réactions et vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5Monde MOE.